Donc c'est Osiris, content de vous retrouver. Deuxième petit passage de la soirée. Cette fois-ci, nous allons parler encore une fois, ce sera une des dernières fois, du fluor, de l'aluminium et du mercure, danger dans les vaccins et intoxication aux métaux lourds, ainsi que des armes à énergie dirigée, comme je vous avais dit à la session d'avant. Donc nous sommes sur notre 13e opus. Je vais vous mettre un petit effet visuel qui va vous détendre un petit peu les yeux. Et nous allons commencer tout maintenant. Donc la petite aparté par rapport aux métaux lourds était pour nous envoyer directement sur les armes à énergie dirigée, parce que c'est un lien et une causalité. La cause sous-entend un effet. Voilà, en somme. Donc beaucoup de personnes sont, suite à une vaccination intensive, victimes de fibromyalgie ou encore de myofasciite à macrophage, fragilisation de la fasciette. Il s'agit en réalité d'intoxication aux métaux lourds, aluminium et mercure, contenus dans les vaccins, à des doses 80 fois supérieures à ce que le corps peut absorber, ce qui fait beaucoup. Imaginez que les médecins n'hésitent pas à faire vacciner les enfants dans la même journée pour plusieurs virus différents. Il arrive que code vaccination ou davantage vous soit recommandé le même jour. Je ne peux que vous conseiller de refuser tout net, dans la mesure où on peut. Ce n'est pas la vaccination en elle-même qui est dangereuse, mais les adjuvants que les vaccins contiennent et qui empoisonnent le corps de façon parfois irrémédiable. Parmi de nombreux effets secondaires à la vaccination contre l'hépatite B, en exemple, on retrouve la sclérose en plaques ou les maladies nouvelles, auto-immunes et souvent incurables. La première des choses à faire est d'éliminer les métaux lourds de l'organisme. Pour ce faire, la médecine n'a aucun traitement. Je dis bien aucun. Sachez que tout ce qui fonctionne pour désintoxiquer le corps de ces poisons est interdit en France. Ceci n'est pas anodin, car vous pourrez trouver ces remèdes partout ailleurs ou quasiment. Je vous conseille à ce sujet d'acheter et de parcourir le livre de Michel Dognat. Prenez votre santé en main, tome 2, où tous les remèdes naturels et révolutionnaires y sont mentionnés, y compris les adresses des laboratoires. Nous allons rentrer dans le vif du sujet des armes à énergie dirigée. Et vous allez comprendre bientôt pourquoi j'ai fait une petite aparté par rapport à l'aluminium. Donc les armes à énergie dirigée. Donc là pour le coup je me suis servi du célèbre Wikipédia, qui quand ça touche au monde du satanisme et puis au monde des obscurs et tout ça, reste quand même un site très précis. Il faut le dire, à croire que ça ne peut pas nuire à tout le monde. Et c'est un site bien discutable et puis écrit bien souvent par des amateurs, mais néanmoins, là j'ai pas trouvé mieux. Donc, une arme à énergie dirigée, ou AED, en anglais Directed Energy Weapon, émet de l'énergie dans une direction voulue, sans besoin de projectile. Donc, elle transfère l'énergie vers une cible pour l'effet souhaité. Les effets recherchés sur les humains peuvent être létaux ou non. Outre son utilisation sur les personnes ou comme une potentielle défense antimissile, la technologie de l'énergie dirigée a aussi été montrée pour arrêter ou désactiver des voitures en mouvement, des drones, des jet-skis et des appareils électroniques comme les téléphones portables. L'énergie peut se présenter sous différentes formes. Un rayonnement électromagnétique, y compris les ondes radio, les micro-ondes, les lasers et les masers. Écoutez bien, un maser, je n'ai pas dit de laser. Des particules possédant une masse dans les armes à faisceau de particules généralement de type plasma. Donc le canon à plasma, ou le canon à particules si on veut. C'est méthodologie, on en viendra plus tard, c'est du Tesla tout ça. Un son, parfois, dans les armes soniques. Donc ça fait aussi partie des armes à énergie dirigée. Les armes à énergie dirigée peuvent être utilisées discrètement, étant donné que le rayonnement utilise des plages telles que les RF, radiofréquences, 3 kHz à 300 GHz, invisibles et inaudibles, mais foncièrement dérangeants. Exemple d'armes à énergie dirigée. Les armes à énergie dirigée ont tendance à être classées selon la fréquence à laquelle elles fonctionnent, comme la RF pour la radiofréquence et le laser, ou la manière dont elles opèrent. Bien que certains appareils soient étiquetés comme armes à micro-ondes,
La plage micro-ondes est communément définie comme étant comprise entre 300 MHz et 300 GHz. La plage des ondes radio, voici quelques exemples d'armes qui ont été rendues publiques par les militaires. L'Active Denial System est une source d'ondes millimétriques utilisée par l'US Air Force Research Laboratory et pour ses fonctions anti-émeute. Il peut également détruire l'électronique non protégée. Donc vous savez, c'est le canon qui est au-dessus des gros humeurs de l'armée et puis qui est capable de centrer sur une foule une onde. Est capable de déranger quelqu'un et quand il se fait viser par cette onde-là, il faut qu'il bouge parce que c'est vraiment trop désagréable. Recherche sur la dissémination involontaire d'informations par l'électronique. L'appareil peut se présenter en différentes tailles, notamment fixé à un UMV. Donc voilà, UMV c'est le humeur de l'armée, comme je vous disais juste avant. Le Vigilant Eagle est un système de défense d'aéroport qui dirige les micro-ondes à haute fréquence. Le système se compose d'un sous-système détectant et suivant le missile, un système de commande et de contrôle et un réseau de capteurs à balayage. La détection et le suivi du missile se font par un réseau fixe de caméras infrarouges passifs. Il y a aussi le Bofors HPM Blackout, est un système d'armes à micro-ondes, encore une fois, de grande puissance que l'on déclare être en mesure de détruire à distance une grande variété de composants pris sur étagère. COTS électronique. Il ne serait pas mortel pour l'homme. C'est celui-là qui nous intéresse. Pas mortel pour l'homme, notez bien. Information générale sur les lasers. Les lasers sont souvent utilisés par les fusils pour l'observation, le repérage et le ciblage. Dans ces cas, les faisceaux laser n'est pas source de la puissance de feu de l'arme. Les armes laser produisent habituellement de brèves impulsions à haute énergie. Un laser à impulsion d'1 mégajoule fournit à peu près la même énergie que 200 grammes de puissant explosif et produit le même principal effet sur une cible. Le principal mécanisme d'endommagement est un cisaillement mécanique causé par la réaction lorsque la surface de la cible s'évapore de façon explosive. La plupart des armes laser existantes sont des lasers gaz dynamiques, un combustible ou une puissante turbine. Pour les émissions laser des médiums, au travers un circuit, une série d'offices, les hautes pressions de la chaleur entraînent pour le médium la formation de plasma et de laser. Une des principales difficultés de ces systèmes consiste à préserver les miroirs à haute précision et les fenêtres de la cavité résonante du laser. La plupart des systèmes utilisent un laser oscillateur de faible puissance pour générer une onde cohérente et l'amplifie ensuite. Certains amplificateurs laser expérimentaux n'utilisent pas de fenêtres ou de miroirs, mais ils ont des orifices ouverts qui ne peuvent être détruits par les hautes énergies. Certains lasers sont utilisés comme des armes non létales, ainsi les daziers, conçus pour aveugler temporairement ou déjouer l'attention de personnes ou de capteurs. Donc le Bofors HPM Blackout est un système d'armes à micro-ondes de grande puissance, que l'on déclare être en mesure de détruire à distance une grande variété de composants pris sur étagère. Entre parenthèses, COTS, électronique. Ça ne touche que l'électronique. Il ne serait pas mortel pour l'homme. Donc là, voilà, le Bofors HPM Blackout a servi pour les incendies de Californie. Eh oui, mes amis. Ça détruit tout sauf les arbres et les humains. Non dangereux pour l'homme. Cela dit, il y a une parenthèse et je vais vous l'énumérer. Donc on va enchaîner sur autre chose en attendant. Un électrolaser permet grâce au laser que le blooming se produise, formant un canal chemin d'air ionisé conducteur. Puis envoie un puissant courant électrique à travers du canal chemin de plasma formé en direction de la cible, un peu comme la foudre. Il fonctionne comme une version géante du taser ou d'un pistolet à impulsion
électrique à haute énergie sur une longue distance. Les projectiles à énergie pulsée. Les systèmes de projectiles à énergie pulsée, ou PEP, émettent des impulsions laser à infrarouge qui créent rapidement un plasma en expansion vers la cible. Le son qui en résulte, les décharges et les ondes électromagnétiques étourdissent la cible et causent une douleur et une paralysie temporaire. L'arme est en cours de développement, à douter, et est conçue comme une arme non létale pour le contrôle des foules. Non létale. Donc, j'ai quelques exemples aussi, produits par Northrop Grumman, qui est très certainement un fabricant de laser et puis d'armes à énergie dirigée, par le fait. Le 18 mars 2009, Northrop Grumman annonça que ses ingénieurs de Redondo Beach avaient fabriqué avec succès et testé un laser électrique capable de produire un rayon de lumière de 100 kW, suffisamment puissant pour détruire un missile de croisière, l'artillerie des roquettes et des obus de mortier. Un laser électrique capable, selon Brian Strickland, responsable du programme d'État laser solide haute énergie à l'armée de terre des États-Unis, d'être monté sur un avion, un bateau ou un véhicule, car il nécessite un équipement prenant beaucoup moins d'espace qu'un laser chimique. Le 6 avril 2011, l'US Navy a testé avec succès un canon laser fabriqué par le même producteur, Northrop Grumman, qui a été monté sur l'ancien USS Paul Foster, qui est actuellement utilisé comme navire d'essai de la marine. Lorsqu'ils effectuèrent des essais, qui s'est produit au large de la côte centrale de la Californie dans l'océan Pacifique, la batterie de test de canon laser a été relatée comme ayant un effet destructeur sur une cible croisant à grande vitesse. Donc là on est dans la défense de l'armée de l'air et puis la défense antiaérienne. Donc après il y a un petit descriptif, il y a un truc rigolo, il y a l'arme laser Zeus, vous savez comme dans Final Fantasy les créatures de l'esprit. C'est un petit peu hors sujet. Dans Final Fantasy, c'est le canon Zeus, il est monté directement sur un satellite. Il vise directement la Terre, quoi. Donc là, dans la réalité, l'arme laser Zeus est le premier laser de la toute première arme à énergie à avoir été utilisée sur un champ de bataille. Elle fut utilisée pour la neutralisation des mines et munitions n'ayant pas explosé. Le laser utilisé pour la défense d'une zone, le Mind Affected Advanced Chemical Laser, le laser miracle, est un laser au fluorure d'hydrogène expérimental de United States Navy qui fut testé contre un satellite artificiel de l'United States Air Force en 1997. Donc là après il y a le descriptif de tout ce qui a été un peu testé, donc ça je vous l'épargne. Les armes laser pourraient avoir plusieurs avantages importants sur l'armement conventionnel. Les faisceaux laser vont à la vitesse de la lumière. Aussi n'est-il pas nécessaire, sauf sur de très grandes distances, d'anticiper les mouvements de la cible. Par conséquent, éviter un laser visant avec précision, après qu'il a été déclenché, est impossible. En raison de sa très grande vitesse, la lumière n'est que légèrement affectée par la gravité, de sorte que les tirs sur longue distance nécessitent peu de compensation. D'autres aspects comme la vitesse du vent peuvent être négligés la plupart du temps, à moins qu'il n'y ait absorption par la matière traversée du faisceau. Les lasers peuvent changer la mise au point, fournissant une région active qui peut être beaucoup plus petite ou beaucoup plus grande que celle des armes projectiles. En apportant une source d'énergie suffisante, les armes laser pourraient avoir, pour ainsi dire, des munitions illimitées, parce que la lumière a un apport de la quantité de mouvement sur l'énergie quasi nulle, exactement 1 sur C. Les lasers produisent un recul négligeable.
Les faisceaux laser ne produisent pas de bruit ou de lumière détectable. Intéressant. Par les sens humains lors de leur émission. Ainsi, l'arme ne révèle pas la position de son utilisateur lors du tir. Les armes balistiques modernes comportent généralement des systèmes pour contrer la plupart des effets secondaires indésirables cités ci-dessus. Par conséquent, l'avantage des armes laser sur les balistiques pourrait être sur l'élégance et le coût. Les problèmes et considérations. Les procédés de stockage. Le coût peu élevé des supraconducteurs à haute température qui renforce l'efficacité de l'arme. Une production et un stockage de volume élevé, l'électricité plus égée, une partie de l'énergie pourrait être utilisée pour refroidir l'appareil. Les lasers chimiques utilisent comme source d'énergie celle d'une réaction chimique adaptée et non l'électricité. Le laser chimique et iodure d'oxygène, le peroxyde d'hydrogène réagissent avec l'iode. Et le laser au fluor d'hydrogène, l'atome de fluor, réagissent avec le deutérium. Voilà. Sont deux sortes de lasers capables de produire un faisceau continu d'une puissance de l'ordre du mégawatt. La gestion des réactifs chimiques présente ses propres difficultés. Les questions sur l'inefficacité globale et celles liées au refroidissement demeurent. Ces problèmes pourraient être atténués si l'arme était montée soit en position défensive à proximité d'une centrale électrique, soit à bord d'un grand navire, éventuellement à propulsion nucléaire, naviguant, car elle aurait le mérite d'avoir une eau en abondance pour le refroidissement. Donc le problème, c'est le refroidissement. Les faisceaux laser commencent par provoquer la rupture de l'état plasma dans l'atmosphère, à des densités d'énergie proches d'1 mégajoule par centimètre cube. Cet effet, appelé blooming, rend flou le laser et dispersant l'énergie dans l'air environnant. Le blooming peut être plus important s'il y a du brouillard, de la fumée, de la poussière dans l'air. Les techniques qui peuvent réduire ces effets incluent en propageant le faisceau au travers un grand miroir incurvé, comme celui du bec des avions, qui concentre la puissance sur la cible, maintenant une densité d'énergie dans la direction trop faible pour que le blooming ne se produise. Cela nécessite un grand miroir très précis et fragile, fixé un peu comme un projecteur, nécessitant l'encombrante machine pour orienter le miroir et pour diriger le laser. Donc vous comprendrez bien par là que la meilleure machine qui puisse transporter un laser ne sera pas un hélicoptère compte tenu de ses vibrations et de son instabilité, mais bel et bien un avion. Ce qui coïncide complètement avec ce qu'on a pu voir sur les incendies de Californie. Voilà. C'est un grand laser qui est muni d'un grand miroir qui est extrêmement fragile, comme je vous le dis. Et l'effet de blooming, qui veut dire qu'on va apercevoir quelques instants le laser, est dû entièrement à des conditions climatiques. Donc je le rappelle, brouillard, fumée, poussière. En utilisant une antenne réseau à commande de phare pour les longueurs d'onde habituelles d'un laser, ce procédé nécessite des milliards d'antennes de la taille du micromètre. Actuellement, il n'existe aucun moyen pour mettre en œuvre cela, et ce même avec des nanotubes de carbone. Les antennes réseau à commande de phase, bon, on s'en fiche. En utilisant un laser à conjugaison de phase, cette méthode nécessite un laser trouveur ou guide éclairant la cible. Tout point à effet miroir spéculaire de la cible réfléchit la lumière qui est détectée par l'amplificateur primaire de l'arme. L'arme amplifie alors les ondes réémises dans une chaîne de réactions positives détruisant la cible via des ondes de choc, alors que les zones spéculaires s'évaporent. Cela évite le blooming car les ondes de la cible traversent le blooming et en montrant le trajet optique le plus conducteur. Cela corrige automatiquement les distorsions provoquées par le blooming. Les systèmes expérimentaux utilisant cette méthode utilisent généralement des produits chimiques particuliers pour former un miroir à conjugaison de phase. Dans la plupart des systèmes, le miroir surchauffe considérablement à des niveaux de puissance pour une arme utile, en utilisant une impulsion très courte, se terminant avant que le blooming n'interfère. En concernant les lasers multiples de puissance relativement faible sur une cible unique. Le matériau de la cible évaporé. Intéressant encore une fois.
Un autre problème lié aux armes laser, c'est que le matériau s'évaporant de la surface de la cible commence à former une ombre. Il existe plusieurs approches de ce problème. Provoquer une onde de choc permettant dans le nuage d'ablation. L'onde de choc alors continue à infliger des dégâts. Balayer la cible plus vite que l'onde de choc ne se propage. Provoquer le plasma optique pour qu'il se mélange à la cible en jouant sur la transparence du nuage d'ablation de la cible produite par un laser grâce à un autre laser, peut-être en réglant le laser sur les spectres d'absorption du nuage d'ablation et en induisant l'inversion de population dans le nuage. L'autre laser déclenche alors un effet laser local dans le nuage d'ablation. La fréquence des battements qui en résulte peut induire les fréquences qui traversent le nuage d'ablation. L'absorption du faisceau. Le faisceau, ou un faisceau de particules dans l'air, peut être absorbé ou dispersé par la pluie, la neige, la poussière, le brouillard, la fumée, ou toute obstruction visuelle similaire, alors qu'une balle pourrait facilement traverser. Donc toute condition climatique interférerait avec le laser et ne permettrait pas que ça se passe bien. Cet effet s'ajoute au problème de blooming, rendant la dissipation d'énergie dans l'atmosphère encore plus importante. L'énergie gaspillée peut perturber le développement du nuage jusqu'à ce que l'onde de choc crée un effet tunnel. Des ingénieurs du MIT et de l'armée de terre des États-Unis étudient l'utilisation de cet effet pour la gestion de l'hydrométéore. Intéressant, un hydrométéore. Le manque de possibilités pour un tir indirect. Le tir indirect, utilisé par l'artillerie, permet d'atteindre une cible derrière une colline, mais n'est pas possible avec la ligne de mire des armes à énergie dirigée. Les alternatives possibles sont de monter les lasers, ou peut-être juste des réflecteurs, sur des plateformes aéroportées ou spatiales. Essentiellement, l'arme à énergie dirigée est plus apte à être montée sur un avion, comme je vous le stipulais, ou sur encore un satellite. Noter que toutefois ils existent. Donc là on va arriver dans la partie vraiment importante et c'est celle où je voulais en venir quand je vous ai parlé des vaccins, c'est les masers. Alors M-A-S-E-R-S, comme un laser avec main, comme micro-ondes. Et oui mes amis, qu'est-ce que détruit un micro-ondes? Posez-vous bien la question. L'aluminium. Voilà pourquoi autant d'aluminium dans nos vaccins. Réfléchissez-y toutefois. Si vous voulez nous éradiquer, ce serait la meilleure des méthodes. Un maser est un dispositif qui produit des rayonnements électromagnétiques cohérents. Historiquement, maser provient de l'acronyme original, en majuscule MASER, écrit tout en majuscule, qui signifie Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation. L'utilisation de minuscules, née du développement technologique qui a rendu la notation d'origine imprécise, car les lasers modernes émettent des ondes électromagnétiques, sensibles à ce que nous possédons en termes de 3G, de 4G, de 5G. Voilà. Donc ça fait partie vraiment du cœur du problème. Fréquence des micro-ondes et radio, au travers d'une large bande de spectres électromagnétiques. Ainsi, le physicien Charles Towne suggéra l'utilisation de moléculaires pour remplacer micro-ondes, pour une précision linguistique contemporaine, surtout pour noyer la masse. En 1957, lorsque l'oscillateur optique cohérent fut développé, l'oscillateur optique cohérent, celui qui est monté sur le bec de l'avion, que vous avez pu voir et qui est supposé avoir été aperçu par des observateurs en Californie avant que tout ne brûle, fut nommé maser optique, plus généralement appelé laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, l'acronyme que Gordon Gould créa en 1957. Quelques sortes de masers. Le maser à horloge atomique, le maser à rubidium, le maser à gaz, le maser à ammoniac, le maser Surround Cove, le maser à hydrogène, le maser à l'état solide, le maser à rubis et le maser cryogénique à mode de galerie à résonateur saphir. Le double gaz rare d'un milieu pour maser est apolaire.
Les armes à faisceau de particules. Les armes à faisceau de particules peuvent utiliser des particules chargées ou neutres et peuvent soit être endoatmosphériques ou exoatmosphériques. Donc dans l'atmosphère ou hors atmosphère. Les faisceaux de particules sont théoriquement possibles, mais dans la pratique, la conception de telles armes est difficile et nécessitera dans le futur des avancées technologiques importantes. Certains types de faisceaux de particules ou l'avantage de faire une mise au point automatique dans l'atmosphère, le blooming pose également problème pour les armes à faisceaux de particules. L'énergie qui autrement se serait concentrée sur la cible se dissipe, le faisceau devient moins efficace. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec un petit laser rouge, et puis vous lui avez mis un faisceau de cracher de la fumée dessus. Vous allez voir le faisceau, certes, mais vous allez vous apercevoir que quand le faisceau traverse tout ça, il a une précision qui est moindre à la sortie. On peut concerter le blooming un petit peu dans ces termes-là, si vous voulez. Le blooming thermique se produit à la fois dans les faisceaux de particules chargées et neutres et survient lorsque les particules se heurtent entre elles sous l'effet d'une vibration thermique et qu'elles se heurtent aux molécules d'air. Le blooming électrique survient uniquement dans les faisceaux de particules chargées, des ions de même charge se repoussant les uns les autres. Les armes à plasma. Les armes à plasma, souvent rencontrées dans les œuvres de science-fiction, génèrent un flux dense de plasma, matière à l'état excité, état de la matière, de fortes énergies. Le programme Marauder, Magnetically Accelerated Ring to Achieve Ultra High Directed Energy and Radiation, anneau à accélérer magnétiquement pour l'obtention d'une très grande énergie cinétique, utilisa le brevet Shivastar. Curieux aussi, Shiva. Une banque de condensateurs à haute énergie qui fournissait les moyens de tester les armes à autres dispositifs nécessitant de brèves et de très grandes quantités d'énergie pour accélérer un tore de plasma vers un pourcentage significatif de la vitesse de la lumière. Autrement dit, le CERN. Voilà. Sympa, hein? Le CERN était en fait une usine à plasma pour tester ces armes à énergie dirigée, pour les rendre acceptables dans une boucle. Donc ça, c'était que du petit test. Les faisceaux électriques dans le vide. Dans le vide, par exemple, dans l'espace, un faisceau d'électrons peut parcourir une distance potentiellement sans limite, à une vitesse légèrement inférieure à celle de la vitesse de la lumière. C'est parce qu'il n'y a pas de résistance électrique significative au passage du courant électrique dans le vide. Cela rendrait ces dispositifs utiles pour réduire les parties électroniques des satellites et des engins spatiaux. La vitesse de l'arme en énergie est déterminée par la densité du faisceau. S'il est très dense, alors il est très puissant. Mais un faisceau de particules se déplace beaucoup plus lentement que la vitesse de la lumière. Sa vitesse est fonction de la masse, la puissance, la densité ou la densité particule-énergie. Les armes soniques, la cavitation acoustique qui affecte les bulles de gaz dans les tissus humains et le chauffage peuvent résulter de l'explosion aux ultrasons et peuvent endommager les tissus et organes. Voilà ce qui arrive quand vous restez devant un canon à énergie dirigée sonique qui est monté, ultrasonique si on veut, qui est monté sur un Humvee comme je vous disais tout à l'heure. Ça a été testé, le canon anti-émeute qu'ils ont monté sur le Humvee et puis ils visent un gars comme ça qui est à 200 mètres. Et puis le gars, il se sent tout secoué, mais c'est carrément ces ondes, c'est carrément ces molécules qui le dérangent, il est obligé de bouger de place, sinon il brûlerait sur place. Et c'est réellement ce qui arrive. Donc les inventeurs antiques, selon la légende, le concept de miroir ardent au rayon de la mort commença avec Archimède, avec sa célèbre poussée, qui créa un miroir à distance focale réglable.
ou plus vraisemblablement une série de miroirs orientés sur un même point. Donc tout un ensemble de miroirs, vous voyez, je pense décroissants, ou même croissants, à la rigueur ça n'a pas d'incidence, qui sont tous dirigés dans le même sens, quoi, pour concentrer la lumière du soleil sur les navires de la flotte romaine, alors qu'ils envahissaient Syracuse, en y mettant le feu. Les historiens soulignent que les premiers récits de la bataille ne mentionnaient pas de miroir ardent, mais indiquaient simplement que l'ingéniosité d'Archimède, combinée à une manière de projeter le feu, furent utiles à la victoire. Donc ça a été caché. Quelques tentatives pour reproduire ces exploits ont eu un certain succès, mais sur aucune des 3 tentatives de l'émission de télévision My Bristol, en particulier une expérience menée par les étudiants du MIT, a montré qu'une arme reposant sur un miroir était possible, même si elle n'est pas forcément réalisable. On verra plus tard que si, quand même. Donc Robert Hudson Watt, nom des Watt, en 1935, l'Air Ministry britannique demanda à Robert Watson Watt de la Radio Research Station si un rayon de la mort était possible. Lui et son collègue Arnold Wilkins conclurent rapidement que ce n'était pas réalisable, mais comme une conséquence suggéra l'utilisation de la radio pour la détection des avions, et alors débuta le développement du radar en Grande-Bretagne, voire histoire du radar. Nikola Tesla, nous y voilà. Nikola Tesla, 1856-1943, un inventeur réputé, scientifique et ingénieur électrique, mis au point les premières technologies haute fréquence. Tesla travailla sur les plans d'une arme à énergie dirigée au début des années 1900 jusqu'à sa mort. En 1937, Tesla rédigea un traité intitulé The Art of Projecting Concentrated Non-Dispersive Energy to the Natural Media sur les faisceaux de particules chargées. Donc on peut dire que entre Archimède et Tesla, voilà, les armes à énergie dirigée avaient vu leur premier pas avec Archimède dans leur composition des plusieurs miroirs et tout ça, et ils ont vu leur finalisation avec Nikola Tesla. Plans qui ont été récupérés un peu plus tard par la Russie pendant une quinzaine d'années. Ils ont récupéré l'agenda à Tesla qui leur ont permis d'avoir une longueur d'avance sur tout ce qui était l'Amérique et tout ce qu'ils en faisaient, quoi. Donc les armes expérimentales à la Seconde Guerre mondiale allemande, au début des années 40, les ingénieurs de l'Axe mirent au point un canon à son, qui aurait pu littéralement secouer une personne sur elle-même. Une chambre de combustion de gaz méthane entraîne une onde de détonation pulsée d'environ 44 Hz vers 2 paraboles. Cet infrason, amplifié par les réflecteurs paraboliques, causa des vertiges et des nausées sur 200 à 400 mètres, faisant vibrer les os et les oreilles moyennes et secouer le liquide cochléaire de l'oreille interne. C'est pas très bon. Sur une distance de 50 à 200 mètres, les ondes sonores pourraient agir sur les tissus organiques et les fluides par compression répétée et en libérer les organes résistants à la compression, comme les reins, la rate et le foie. Cela avait peu d'effets décelables sur les organismes malléables comme le cœur, l'estomac et l'intestin. Le tissu pulmonaire ne fut affecté que sur la partie la plus proche de l'air atmosphérique. Pour autant, il fut fortement supplié, seuls les alvéoles riches en sang résistent à la compression. Dans la pratique, les systèmes d'armes étaient très vulnérables face aux tirs ennemis. Les coups de fusil, de bazooka et de mortier réformaient facilement les réflecteurs paraboliques, rendant ainsi l'amplification de l'onde inefficace. Dans les dernières phases de la Seconde Guerre mondiale, le Troisième Reich mit de plus en plus tous ses espoirs sur la recherche de la technologie d'armes secrètes révolutionnaires, les Wunderwaffen. Parmi les armes à énergie dirigée étudiées par les nazis, pas les amis, non. Donc les initiatives de défense stratégique. Dans les années 1980, le président des États-Unis, Ronald Reagan, proposa le programme de l'initiative de défense stratégique, IDS, surnommé Guerre des étoiles. Il suggéra que les lasers spatiaux, peut-être des lasers à rayons X, pourraient détruire des missiles balistiques intercontinentaux en vol. Bien que le concept de défense antimissile stratégique perdure jusqu'à aujourd'hui auprès de la Missile Defense Agency,
La plupart des concepts d'armes à énergie dirigée ont été classés. Toutefois, Boeing a connu un certain succès avec le Boeing YAL et le Boeing NC-135. Le premier ayant détruit 2 missiles en février 2010. Le financement a été réduit, tout comme le programme. Tout comme les programmes. Le programme, c'est autre chose. La guerre d'Irak. Lors de la guerre d'Irak, des armes électromagnétiques, y compris celles à micro-ondes de forte puissance, ont été utilisées par l'armée américaine afin de perturber et de détruire le système électronique irakien. Il se peut qu'elles aient contrôlé des foules. La nature, tout comme l'ampleur de l'explosion au champ électromagnétique, sont inconnues. Ils savent pas jusqu'où ça va, c'est quand même merveilleux. Enfin si, eux ils savent, mais nous on sait pas. Et toc. La prétendue poursuite de la navette spatiale Challenger, les soviétiques mirent leur effort dans le développement de lasers à rubis et de lasers à dioxyde de carbone en tant que système de missiles antibalistiques, etc., etc. Donc dans l'avenir, actuellement, la technologie est envisagée pour une utilisation non militaire afin de protéger la Terre des astéroïdes. C'est beau, hein. C'est beau Hollywood. Les armes non létales, les symposions technologiques de la TEPCOM, Marine Corps Training and Education Command, de 1997 a conclu sur les armes non létales, déterminer les effets sur le personnel est le plus grand défi de la communauté des testeurs, principalement parce que les blessures potentielles et les morts potentielles limitent sévèrement les essais humains. En outre, les armes à énergie dirigée qui ciblent le système nerveux central et causent des troubles neurophysiologiques peuvent violer la Convention sur certaines armes conventionnelles de 1980. Les armes qui dépassent les intentions sont létales et provoquent des blessures superficielles ou des souffrances inutiles. Peuvent aussi violer le protocole 1 des conventions de Genève de 1977. Certains effets biologiques communs aux armes électromagnétiques non létales comprennent la difficulté respiratoire, une désorientation, des nausées, des douleurs, des vertiges, d'autres malaises systémiques. Les interférences avec la respiration posent des résultats les plus significatifs, potentiellement mortels. La lumière et les signaux visuels répétitifs peuvent provoquer des crises d'épilepsie. La vection et la cinétose peuvent également se produire. Les navires de croisière sont connus pour utiliser des armes soniques, telles que le LRAD, pour repousser les pirates. Ouais, c'est intéressant. Donc voilà. Donc mon petit paragraphe sur les armes à énergie dirigée est fini. Et vous voyez très bien que à travers les masers, ils peuvent très bien s'en prendre aux métaux, donc brûler des surfaces entières. Ils peuvent très bien nous mettre sous métaux et nous intoxiquer encore plus en métaux, dans le but de nous détruire avec les mêmes lasers. Parce que voilà, la seule chose que ne supportent pas les micro-ondes, c'est bien entendu l'aluminium. Voilà, donc c'était Osiris. Portez-vous bien et j'espère que vous méfierez des bicouses, de l'aluminium et de ce qu'on vous montre généralement à la télé. Ils veulent dépeupler la planète et ça, c'est pas un secret. C'est marqué sur une pierre en Géorgie. Donc ouvrez les yeux, soyez attentifs à vos proches, essayez de faire ouvrir les yeux aux autres. Je vous envoie tout mon amour, tout mon respect, toutes mes bonnes ondes et toutes mes bonnes pensées. Et puis je vous retrouve très bientôt. Donc les articles prochains seront sur la féminité. La féminité et les dangers du féminisme. Le machisme. Et voilà. Je crois que j'ai été assez clair. Allez, à bientôt.